chef Paul Saint-Pierre Plamondon. Je voudrais quand même relever le fait que la crise du logement perdure un peu partout à travers le Québec et aujourd'hui, on a des statistiques à l'effet que le programme d'habitation abordable lancé il y a 2 ans par le gouvernement de la CAQ sous prétexte que ça allait accélérer les projets, il ne fonctionne pas. On devait avoir 130 logements de prêt pour septembre. On en décompte 6. Alors, résultat des courses, on a aboli un programme qui fonctionnait, mais qui était critiqué par la CAQ, Accès Logis, sous prétexte d'être plus efficace, efficient et plus rapide dans la mise en œuvre de projets de logement. Et, je le rappelle, pendant 2 ans, on a produit 6 logements au Québec pour régler la crise du logement. Et dans les autres sujets, parce qu'il y en a plusieurs ce matin, il y a le retour de François Legault au Québec. Et je veux revenir sur une autre de ses déclarations. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais il revient sur la possibilité d'un référendum pour rapatrier tous les pouvoirs. Donc, je pense qu'on est rendu à la 4e déclaration en ce sens-là, sans qu'il ne se passe rien. C'est un peu la question de ce référendum sur l'immigration, c'est un peu son nouveau 3e lien, là. C'est-à-dire que quand ça va mal, il relance ça et se pose la question à quoi sert ce genre de déclaration-là si en fait il n'y a aucune intention, si ça ne rime à absolument rien de concret ni de pratique. Donc François Legault, à nouveau, qui n'est pas fiable dans ses déclarations et qui bluffe dans le but de changer le sujet. Puis un des sujets qu'on ne devrait pas éluder aujourd'hui, c'est ce programme, ce fiasco de formation rapide en construction, là. 300 millions de dollars, c'est pas une bagatelle. C'est fou ce qu'on peut faire avec 300 millions de dollars, que ce soit en santé, en éducation, en services sociaux. Et écoutez ce que Pascal Paradis avait à dire lors de l'étude du projet de loi 59. Il disait ce que n'importe qui avec un peu de bon sens aurait vu. Si on donne des formations rapides en construction, mais il n'y a aucune exigence de travailler en construction, si donc c'est un forfait tout inclus, tout payé, puis qu'ensuite, on peut s'en servir pour aller rénover son chalet ou rénover son sous-sol. Aux surprises, le 3/4 n'ont pas continué en construction, mais le 3/4 de 300 millions, c'est beaucoup d'argent qui, à nouveau, est gaspillé par un gouvernement qui manque de rigueur, qui manque de préparation et qui est dépensier, c'est-à-dire qu'aussitôt que quelque chose a l'air de bien paraître en termes de communication, il n'hésite pas à sortir les centaines de millions de dollars, mais pendant ce temps-là, on est devant le pire déficit de l'histoire du Québec et plusieurs défaillances dans la livraison des services fondamentaux de l'État. Donc, un autre cas inacceptable, typiquement caquiste. Je voulais vous entendre peut-être aussi sur le point 05. Votre formation se situe où par rapport à ça, pour l'école au Bonheur? Même position, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a le débat, hein, c'est important de le rappeler. On avait le débat et on a voté sur le principe. Donc, nous, on a voté pour le principe au sens où on est prêt à l'étudier. Là, on est devant des études qui sont caviardées et j'attire votre attention sur la déclaration de Geneviève Guilbeault qui affirme ne pas avoir lu cette étude caviardée qui finalement a coulé dans les médias. Donc, de deux choses. À l'étudier. Donc, les études actuelles, ça ne vous suffit pas, dans le fond. Bien, les études actuelles sont caviardées, ne sont pas toutes disponibles. Donc, normalement, lorsqu'on fait les choses... Dans le passé, il y en a quand même plusieurs. Il y a eu des avis du bureau du coroner, il y a eu des avis... Mais en même temps, il y a des études qui démontrent que le taux de mortalité sur les routes du Québec n'est pas plus élevé que dans les juridictions à 0,05. Donc, non, il y a des façons de faire quand on ne bâcle pas le travail. C'est simple, c'est une commission où est-ce que tu fais venir les experts, tu les entends, tout le monde peut entendre. Nous, on a voté pour le principe de l'étudier, mais on n'est pas allé plus loin parce qu'on veut que le travail se fasse correctement. Mais vous noterez que Geneviève Guilbeault prétend ne pas avoir lu cette étude-là. Donc, de deux choses l'une. Alors que le débat était vraiment là, incontournable à l'Assemblée nationale, elle aurait été négligente au point de ne pas lire l'étude commandée par son ministère sur ce sujet-là, ou l'autre, elle ment, tout simplement. Et on ne peut pas se fier à sa parole. Monsieur Arsenault, j'aimerais revenir sur... Monsieur Arsenault, j'aimerais... Rapidement, la ministre Guilbeault, son argument, c'est que la sécurité sur les routes est plus élevée au Québec qu'ailleurs au Canada. Plus de contrôle routier. Ce qui n'est pas le cas, on vient de le voir. C'est ça, il y a des données qui démontrent que c'est le contraire, qu'il y a une baisse
importante du nombre de contrôles routiers sur les routes, qu'on n'applique même pas le point 0,8, en fait, c'est le point 1. Est-ce que cet argument-là vient carrément d'être démonté? Comment... Complètement. Et c'est pour ça, il n'y a presque pas de doute que d'enlever les contrôles, puis de relâcher le maintien de la norme actuelle de 0,08, c'est pas une bonne idée en termes de prévention des accidents. Puis une commission qui se penche sur ce sujet-là pourrait recommander de resserrer la norme ou de ne pas resserrer la norme, de resserrer les barrages comme de ne pas resserrer les barrages, de prendre d'autres mesures préventives. Mais clairement, c'est parce que le gouvernement ne veut pas aller là. Il ne veut pas entendre, il ne veut pas être confronté à des experts et ou à la science. Il veut mettre le couvercle par-dessus ce sujet-là. Et ça rend le débat, comme plusieurs autres débats, très difficile parce qu'il n'y a pas de transparence comme dans nombre de dossiers avec la CAQ. M. Arsenault, le 6 de la capitale nationale confirme qu'on facture les îles de la Madeleine pour faire les tests dans les laboratoires Optilab. On dit que le privé ne met pas de pression, mais qu'il y a un manque de technologistes. Et c'est ça là, qui expliquerait pourquoi il y a des délais, qu'on perd des échantillons, que tout le monde est surchargé. Bien, écoutez, Optilab, rappelons-nous, devait améliorer l'efficacité ou l'efficience du système et procurer des économies. On a certainement la preuve du contraire en ce qui concerne l'efficacité. Et pour les économies, ça reste à confirmer. Ce qu'on a vu dans le reportage de TVA hier, de l'avis de certains, les commandes du privé, des laboratoires, en fait des cliniques privées, mettent une pression qui ont pour effet d'alourdir les résultats ou le processus pour livrer les résultats pour le système public. Alors ça, c'est vraiment inquiétant. Si les commandes du privé engorgent le public, on a un sérieux problème parce qu'en plus de ça, ils vont aussi aller chercher, cannibaliser des ressources humaines du public. Alors qu'on se facture entre 6 et ainsi de suite, ça c'est une pratique qui m'apparaît assez lourde sur le plan bureaucratique, là. Mais ce que moi je pense qu'il faut déduire de ça, c'est que le gouvernement, comme on l'avait demandé il y a 1 an, doit mettre carte sur table, nous dire comment ça se passe sur le terrain, combien de contrats sont donnés aux cliniques privées ou sont convenus avec les cliniques privées, combien ça coûte et quel est l'ordre de priorité des tests. Est-ce qu'on livre d'abord au privé avant le public? C'est une question qui est très, très importante, sachant que le privé draine les ressources aussi. Et si en plus, qu'on les dessert avant ceux qui vont au public, bien là, c'est la totale. Alors, on avait demandé un mandat d'initiative il y a 1 an pour faire le point sur la mise en place et les opérations de Optilab. Je pense qu'il y a des raisons supplémentaires aujourd'hui de refaire la demande. Sur le FAC, M. Arsenault, oui. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Parce que, bon, on a un programme qui, visiblement, effectivement, n'est pas très populaire, ou en tout cas, il y a beaucoup de bâtons dans les roues des promoteurs, des gens du privé qui veulent construire des logements à travers ce programme-là. Est-ce qu'il faut ramener Axélogie? Qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? En fait, le fardeau de la preuve, évidemment, c'est sur les épaules de France-Hélène Duranceau, qui nous a dit on va éliminer le programme Axélogie pour mettre quelque chose de beaucoup plus efficace. Puis en 2 ans, là, on va faire sortir de terre des projets un peu partout à travers le Québec. Les résultats, c'est 6 logements. Alors, elle n'a pas livré la marchandise. Est-ce qu'on met à terre le programme FAC et qu'on recommence avec Axélogie? À un moment donné, là, jouer au yo-yo comme ça, là, je pense qu'on ne peut pas le faire. La ministre doit expliquer pourquoi, en mettant en place un nouveau programme, mais on n'arrive pas à avoir davantage d'efficacité. Et en fait, on le sait un peu, c'est que les critères, les barrières, les lourdeurs administratives sont telles que les promoteurs doivent investir du temps, de l'argent et des efforts dans le développement de projets. Puis à la fin, bien, on les choisit ou pas, ce qui fait qu'on peut avoir perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent à développer des projets. Ce système-là ne fonctionne pas. Bon, oui, nous, ce qu'on s'était engagé à faire, c'est rétablir Axélogie. À défaut d'avoir un programme qui fonctionne. C'est ça notre position. Mais essentiellement, actuellement, on ne peut que constater encore une fois que la CAQ, sous prétexte de vouloir tout changer,
dans une espèce d'approche tape à l'œil, marketing, de dire on va faire mieux, bien, encore une fois, nous a fait perdre 2 ans dans la crise du logement pour créer des logements pour les gens qui en ont besoin. Pour revenir sur les déclarations de M. Legault, on a l'impression que M. Legault est de plus en plus isolé. Il dit au fédéral de trouver des solutions. Il ne veut pas nécessairement parler aux autres provinces pour les demandeurs d'asile. Et évidemment, vous le savez, il vous accuse d'attendre toujours le grand soir. Est-ce que vous seriez prêt à vous associer avec M. Legault pour faire front commun contre le fédéral pour lui demander une meilleure distribution des demandeurs d'asile? Tout ça a déjà été fait. Il a demandé aux Québécoises et aux Québécois un mandat fort pour forcer la main du fédéral et on a testé cette doctrine-là de front commun auprès du fédéral là, sous toutes ses coutures. On l'a vu pour les transferts en santé, ça n'a pas marché. On l'a vu sur les langues officielles, on l'a vu sur la question de l'immigration à plusieurs reprises. On perd notre temps parce que dans le Canada actuel, le Québec, son poids politique et démographique, ne suffit pas à faire pencher la balance. Que ce soit Pierre Poilievre ou Justin Trudeau, les deux sont conscients que pour devenir premier ministre du Canada, ils n'ont pas besoin de convaincre le Québec. Donc, les demandes fondamentales du Québec ne sont pas à leur agenda. Donc, moi, je n'ai pas de temps à perdre. François Legault a déjà fait cette démonstration-là. Et lorsqu'il fait des affirmations comme « je propose des mesures, mais non, je ne regarde pas, je n'ai pas pris le temps de regarder la faisabilité de ces mesures-là, je laisse ça au fédéral », c'est parce qu'il sait très bien que ça n'arrivera jamais et que c'est que de l'enflure verbale, que des communications pour tenter de dévier le sujet du jour. Et c'est ce que fait François Legault. Il est contraint à faire des communications vides et sans aucun impact à moyen et long terme. In English. Well, what's next with Mr. Legault and his mission last week in Paris and his declaration and the fact that no other premier from other provinces stood up and said, we are supporting you. It's true that we need a solution. So what's next for him? And for the National Assembly, how do we look like? The second question is very good. The first question, I think the word in English is deadlock. I mean, we are before the definition of what a deadlock is. Nowhere to go, no solution, and a premier that says many things that are not credible, to the point where I'm a bit obliged to say, don't spend too much time over-analyzing what the premier says, because he says random things. I'm forced to say that, and it's not normal. So how does it look like abroad? Not good. Because normally when you go abroad, everything has been thought of clearly, has been planned. And as we know, it's not really the strength of the CAQ to plan things ahead, but this trip in France was a very strong case. It really illustrates that the CAQ has no planning whatsoever, and that many things that the Premier says is perfectly random statements. So normally you don't do that abroad. You don't do that here in Quebec in terms of maintaining the trust in the government, but you specifically don't do that abroad. He started changing his line as he left. He granted a few interviews, and he said to force the moving of asylum seekers could be done humanely. He said that. And then he also said on the way up, before he came back, that he has the support of Quebecers. So the story's been adjusted from Paris back. How do you interpret that? What he tries to do, apart from changing the subject, is to say that Quebecers support him in trying to limit the number of asylum seekers on Quebec's territory. And it's true that there is a support for a more intelligent planning of asylum seekers' demands. The problem is his solution will never happen. It's not a solution. It's not serious. It's not close to a possibility. He knows it. He had an opinion
from the federal government already that it's impossible. He knows that other provinces are not going to collaborate. So he is willingly and knowingly saying things that are pure fiction, pure BS. That's what it is. And I don't know what fabulateur, what is the translation for fabulateur? Somebody, Is a word. I think. he specializes in fabulating, creating stories and myths that are disconnected with reality, because the hard truth is that the reality, he has no power nor influence in Canada, so his agenda is in a deadlock. But is there a way to humanely move, asylum seekers, immigrants from one province to another without it being on a voluntary basis? There are no way. The human and intelligent way is to have a deal with other provinces and at the airport provide the asylum seeker with conditions that basically say the resources that await for you are in that city, and we ask you, as one of the conditions, to go to that city. And that planning occurs in the European Union, it happens elsewhere. But it's all fiction, because other provinces don't want to negotiate with Quebec. It's not their problem. They were very prompt in saying that Quebec is intolerant when we had the Roxham situation. But now that they're confronted with the same questions, that's interesting. They don't want any asylum seekers in their province. So based on that, it's all fiction, because it's not going to happen. And no, you don't go randomly to someone and tell them they're going to move the next day and that they are forced to. You can't do that. What you can do at the airport is have stricter visas and rules about where people should go and how it's organized. But it's not going to happen within Canada. That's why we think we should be deciding by ourselves on those topics. Actually, the better word would be fantasizing. Sorry. Fantasizing, that's such a great word. My brain was a bit That's an even better word. Fantasizing. Mr. Legault, It's like a fairy tale universe where things that he knows are not working would work suddenly and magically. He's down to that type of politics, and that shouldn't enhance the trust of the population. it's just that Mr. Legault was so proud in mid-July to say that at the Council of the Federation, he had the support of all the other premiers for fair distribution of asylum seekers across Sure. Canada. What can be the impact of his declaration last week that was criticized by several politicians on his weight next time to negotiate with the other premiers? I mean, the negotiation is dead for many months now. Once other provinces say, we are not going to collaborate with you, it's a done deal. It basically says that Quebec and Ontario are stuck with a situation and that other provinces don't want to have no business in that situation. So there's not going to be any collaboration. It's already done. There's no negotiation right now. Just very quickly on the .05 debate that we're seeing sort of reignited this morning. We saw the report that came out in Le Devoir as well. Do you feel that Madame Guilbeault has ignored studies? What is your position on the .05? On the .05, Guilbeault either lied, saying that while we were debating the .05, she never took a second to read the study, or so she's either lying or she's extraordinarily incompetent. It would be a level of incompetence unheard of to have a debate on that topic. You have on your desk a report for you on that specific topic, and you decide not to read it. It would be an unprecedented level of incompetence. So I think we're facing someone who lies once again. Mais je voulais juste mentionner que pour Mme Guilbeault, on est quand même prêt à l'aider. Par exemple, vous l'avez vu dans le transport collectif, nous parler souvent là, de son tableau d'investissement. Nous, on est prêt à l'aider en lui présentant un autre tableau, celui de la baisse des investissements en matière de maintien des actifs. Et ce tableau-là, j'espère qu'elle va le promener là, à l'Assemblée nationale, au Salon Rouge, là, pour résoudre le problème qu'on a, notamment dans le métro de Montréal, qui tombe là, et qui est fermé, puis qui aide personne.